soirée rétrospective 2020 se poursuit sur Médien TV après les 2 premiers axes consacrés à la stratégie sécuritaire dans le royaume et aux évolutions qu'a connues la diplomatie marocaine cette année écoulée. On entame ensemble la 3e partie de l'émission spéciale dédiée à la résilience de l'économie marocaine face à la pandémie de la Covid-19. Comme c'est le cas dans le reste du monde, la crise sanitaire a certes ralenti la dynamique économique du royaume, mais le Maroc a adopté des mesures pour réduire les effets de la crise, n'est-ce pas Tarek ? Absolument Manel. Le lancement du fonds de lutte contre la pandémie, le soutien au pouvoir d'achat pour une vie décente de tous les Marocains grâce aux mesures sociales au profit des salariés en arrêt temporaire de travail, l'appui à la TPME, à la PME et aux professions libérales. Et bien sûr, le fonds Mohamed VI pour l'investissement, un fonds doté d'une enveloppe de 15 milliards de dirhams qui est appelé à jouer un rôle de premier plan dans le relèvement de l'économie nationale. On en parle dans cette émission spéciale. Et nous avons le plaisir d'accueillir nos invités. Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan de Casablanca, et Mehdi Fakir, économiste. Bienvenue et merci d'être avec nous. La pandémie du coronavirus a porté un coup extrêmement dur à l'économie mondiale. Une économie asphyxiée par la crise. Plusieurs secteurs ont été lourdement impactés. Quelles sont les conséquences de la pandémie sur l'économie mondiale ? Élément de réponse dans ce récit de Myriam Khamenchi. 2020 aura été une année terne pour l'économie. Effondrement des places boursières, multiplication des plans de relance, gestion de la dette ou encore destruction d'emplois, la Covid-19 a fait trembler les économies mondiales. Une crise tout d'abord sanitaire, transformée en crise économique ayant plongé le monde dans une récession sans précédent. Une crise qui laissera des traces et les dégâts sont déjà visibles. Parmi les secteurs les plus impactés, celui de l'aérien touché de plein fouet par les conséquences économiques de la Covid-19. Le trafic mondial a chuté de plus de 65%. Durant l'année 2020, le nombre d'avions dans l'espace aérien a été réduit de moitié. Au total, le chiffre d'affaires des compagnies aériennes a baissé de près de 60%. Selon l'Association internationale du transport aérien, le secteur a enregistré des pertes qui dépassent les 100 milliards de dollars. Une crise dans les airs, mais qui se ressent aussi sur terre. 2020 a également été une année noire pour le secteur automobile. Renault, PSA, Fiat Chrysler, Volkswagen ou encore Toyota, tous ont dû fermer leurs usines en mars dernier suite aux mesures de confinement mises en place pour enrayer la propagation du coronavirus. Les conséquences de ces mesures se sont vite fait ressentir. Les ventes des véhicules neufs ont chuté d'au moins 15% par rapport à l'année dernière. Autre domaine sévèrement impacté par la crise, le tourisme, qui représente une part prépondérante du PIB des plus grandes économies du monde. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, les visiteurs étrangers ont chuté d'au moins 70% dans le monde. Les pertes sont ainsi colossales. Elles se chiffrent à plus de 1200 milliards de dollars, soit au moins 3 fois plus que la perte enregistrée durant la crise économique mondiale des subprimes. Enfin, autre secteur lourdement impacté par la crise, et pas des moindres, celui de l'événementiel. Annulation, report, avec le confinement, les professionnels du secteur étaient au pied du mur. Les pertes sont lourdes, plus de 27 milliards de dollars, sans compter la destruction de milliers d'emplois. Voilà, Abdeltef Komat, c'était donc l'état des lieux. La crise sanitaire a bouleversé, comme on vient de le voir, l'économie mondiale. Les dégâts sont énormes. Alors, avant d'aborder la résilience de l'économie marocaine, faisons d'abord un bilan de cette année si particulière dans le royaume. Qu'en est-il réellement, Abdeltef Komat ? Effectivement, le Maroc, à l'instar d'autres pays, a été touché. Tout d'abord, bien évidemment, il y a la question sanitaire qui a été placée comme une priorité parce qu'il s'agit de préserver la santé et la vie des citoyens, et Sa Majesté a insisté à ce que cette question, bien évidemment, soit placée comme première priorité. Bien évidemment, cette crise sanitaire a eu des ramifications, des impacts sur le plan économique, sur le plan social. Alors il y a du positif et il y a du négatif. Bien évidemment, on ne peut pas échapper au négatif, à l'instar d'autres pays. Et bien sûr, en fait, les pans de l'économie ont été touchés en termes de déficit commercial, en termes de récession. On s'attend à une récession
qui est aussi autour de 6,6%, qui est quand même une récession des plus importantes qu'a connue le Maroc. Il y a bien évidemment des pertes d'emplois, on estime à 1 million. Il y a bien évidemment des défaillances d'entreprises qu'on estime à 15 000. Donc il y a des dégâts certainement. Bien évidemment, il y a eu quand même, et ça il faut le noter, en fait une réactivité très rapide, très efficace, qui a fait que ces dégâts ont été limités. Et donc c'est pour cela qu'on peut dire qu'il y a également du positif, parce que le Maroc, sous bien évidemment en fait la clairvoyance royale, a réagi vite par des mesures très efficaces qui ont aussi bien des dimensions économiques que des dimensions sociales. En ce qui concerne l'économique, bien sûr, il y a une initiative royale de créer ce fonds de solidarité qui a collecté plus de 35 milliards de dirhams et qui a joué un rôle fondamental aussi bien sur le plan économique, parce qu'il a permis de préserver en fait un nombre très important d'entreprises qui auraient peut-être pu être en situation de défaillance s'il n'y avait pas cette initiative. Et bien évidemment, il y a la dimension sociale. Merci Abdelatif Komat. On reviendra sur ces questions dans un instant. Mehdi Fakir, je me tourne vers vous. Bonsoir. On le disait à l'instant, le Maroc a également souffert de cette crise. Bonsoir. Pourtant, il a su aussi offrir une forme de résistance et même de résilience. Qu'en pensez-vous ? Absolument, parce que le Maroc, comme tous les pays du monde, a dû subir de plein fouet une crise sanitaire avec des répercussions et des impacts sociétaux et économiques qui sont considérables. De ce fait-là, la première décision qui a été prise, c'était la création du comité de veille économique. Et comme son nom l'indique, c'est une instance de risk management dont l'objectif, c'est une évaluation en se basant sur une intelligence collective des différentes parties prenantes, de l'impact et de l'ampleur de la situation pour pouvoir prendre les bonnes mesures. Et c'est les débats de cette instance, de ce comité, qui a permis, avec bien sûr la marge de manœuvre permise de par la création bien sûr de ce compte spécial qui a permis, qui s'est basé bien sûr sur la générosité des Marocains, qui ont encore une fois donné un exemple historique de générosité et de solidarité. Nous sommes le 4e pays au monde en matière de mobilisation de pourcentage de PIB pour faire face bien sûr à cette pandémie. Et c'est grâce effectivement à cette résilience, à cette intelligence collective, à la création d'une instance de risk management que nous avons pu, avec la marge de manœuvre qui, comme je l'ai expliqué, permise du Trésor public, comme pour, bien sûr, à travers ce compte spécial, qui ont permis, bien sûr, de trouver les solutions adéquates à une crise qui est multidimensionnelle. Et c'est ainsi que nous avons pu au Maroc limiter les dégâts et nous avons pu, bien sûr, tout en s'efforçant de le faire, arriver bien sûr à trouver des solutions adéquates à une situation qui était très critique et très très difficile. Et vous l'avez si bien cité dans votre reportage, il y a des secteurs qui sont toujours impactés, on qui sont toujours à l'arrêt, mais d'autres secteurs qui ont été indirectement impactés. Exactement, on vous posera plus tard la question sur les secteurs impactés le plus par cette crise. On va parler maintenant de cet outil vital pour faire face à la crise sanitaire et économique au Maroc, le fonds Mohamed VI pour l'investissement, un fonds doté d'une enveloppe de 15 milliards de dirhams destiné à jouer un rôle stratégique pour la relance de l'économie du royaume. Je propose d'écouter l'annonce de la création de ce fonds par le roi Mohamed VI. Écoutons un extrait du discours royal. Le plan de relance économique repose sur le fonds d'investissement stratégique dont nous avons préconisé la création et auquel nous avons décidé de donner le nom de fonds Mohamed VI pour l'investissement. Nous souhaitons vivement que ce fonds joue un rôle de premier plan dans la promotion de l'investissement et le relèvement des capacités de l'économie nationale. Il interviendra pour doter les secteurs productifs du soutien nécessaire et pour financer et accompagner les grands projets envisagés dans le cadre de partenariats publics-privés.
Afin que ce fonds puisse s'acquitter pleinement de sa mission, nous avons donné nos orientations pour qu'il soit doté de la personnalité morale et des structures managériales adéquates, de manière à ce que, in fine, il s'impose comme un modèle de bonne gouvernance, d'efficience et de transparence. Nous avons également donné nos directives pour que ce fonds soit doté de 15 milliards de dirhams provenant du budget de l'État. L'allocation de ces crédits incitera les partenaires marocains et internationaux à accompagner les interventions du fonds et à contribuer aux projets d'investissement à venir. Ainsi, l'appui apporté au plan de relance permettra d'en amplifier l'impact économique, social et environnemental. Selon les domaines jugés prioritaires à chaque étape et en fonction des besoins de chaque secteur, le fonds s'appuiera dans ses interventions sur des fonds sectoriels spécialisés qui lui sont rattachés. Parmi ces domaines, citons la restructuration industrielle, l'innovation et les activités à fort potentiel, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures, l'agriculture, le tourisme. À cet égard, nous tenons à souligner l'importance qui doit être accordée à l'agriculture et au développement rural dans la dynamique de relance économique. Dans le contexte actuel, il convient de soutenir la résilience de ce secteur clé et d'accélérer la mise en œuvre de tous les projets agricoles. Outre la dynamisation de l'investissement et de l'emploi, ce dispositif, adossé à la nouvelle stratégie agricole, contribuera à la valorisation de la production agricole nationale et facilitera le processus d'insertion professionnelle en milieu rural. L'un des leviers essentiels de cette stratégie est l'opération de mobilisation d'1 million d'hectares de terres agricoles collectives au profit des investisseurs et des ayants droit. Le volume des investissements attendus dans le cadre de ce projet est estimé à environ 38 milliards de dirhams à moyen terme. Cet effort d'investissement permettra de générer une valeur ajoutée représentant annuellement l'équivalent de 2 points supplémentaires de PIB environ. لتمثل حوالي نقطتين إضافيتين سنويا من الناتج الداخلي الخام. Abdelatif Komat, est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes du fonds Mohamed VI pour l'investissement, cet outil précieux pour le financement de la relance économique? En fait, il y a plusieurs dimensions. Il s'agit tout d'abord du montage financier. Vous avez évoqué les 15 milliards de dirhams. Ces 15 milliards de dirhams, c'est la contribution du budget qui ont été déjà actés au niveau de la loi de finances. Mais au-delà de ces 15 milliards, il y a bien sûr d'autres moyens financiers, notamment la mobilisation de 30 milliards auprès d'institutionnels marocains et internationaux. Et puis l'État se porte garant pour la collecte, en fait, sous forme de crédit bancaire de 75 milliards de dirhams. Donc il s'agit d'une enveloppe financière globale de 120 milliards de dirhams qui constitue environ 11% du PIB. Et il s'agit d'un des fonds, en fait, au niveau international, le plus important pour justement faire face à la crise et relancer l'économie. La deuxième dimension sur laquelle j'insiste, et en fait Sa Majesté l'a rappelé, il a insisté sur le fait qu'il s'agit d'une instance qui sera gouvernée d'une manière efficace, efficiente, aussi bien au niveau de ces structures, parce qu'au-delà du fonds global, il y a des fonds sectoriels qui sont gérés avec une transparence. Et d'ailleurs, la loi qui cadre ce projet, qui a été votée le 14 décembre, a doté ce fonds en fait de statut de société anonyme pour qu'il soit régi selon les règles de gouvernance les plus efficaces et les plus basées sur l'efficience. Et puis, bien évidemment, la troisième dimension fondamentale, c'est l'approche sectorielle. Et là, plusieurs dimensions. Il y a tout d'abord les secteurs en fait vitaux et les piliers de l'économie nationale, à savoir la restructuration de l'industrie, bien sûr le tourisme et surtout l'agriculture. Sa Majesté a beaucoup insisté sur l'agriculture comme un potentiel qui va jusqu'à en fait rajouter 2 points de croissance à notre PIB, ce qui est très important. Et puis il y a également une dimension humaine, une dimension sociale. Sa Majesté a insisté sur ce secteur parce qu'il permet notamment d'aller renforcer la classe moyenne, la classe agricole, et ça c'est très important parce que cette classe a un rôle aussi bien économique que social. Et donc en fait c'est un fonds qui a un montage aussi bien sur le plan économique, mais également sur le plan managérial et gouvernance, et puis également sur le plan social et humain. D'accord,
Mehdi Fakir, maintenant vous étiez en train de parler tout à l'heure des secteurs, les secteurs les plus touchés par cette crise. Qu'en est-il justement de ces entreprises directement concernées par le financement du Fonds Mohamed VI pour l'investissement au-delà de l'agriculture citée par le souverain dans son discours? Alors, il faut savoir que le Fonds Mohamed VI est un fonds souverain. Il dépasse de loin la conception conventionnelle d'un fonds de financement. Il s'agit d'un vrai outil, d'un vrai véhicule d'investissement doté de l'autonomie nécessaire et qui sera bien sûr organisé selon les best practices sur le plan international en matière de gouvernance pour qu'il puisse être un vrai levier de financement de la relance économique. Lorsque je dis la relance, le souverain, que Dieu l'assiste, a bien précisé que nous parlons de projets et de secteurs à forte valeur ajoutée, et que nous parlons également de PPP, de partenariat public-privé. Ce qui fait que ce fonds ne va pas agir comme un fonds pour financer, pour trouver les financements. Il va innover en matière de financement, soit par des prises de participation, soit par des financements dans le cadre de fonds régionaux, de fonds spécifiques, de fonds sectoriels, vous l'avez si bien dit, soit également par, je dirais, des financements directs, donc des prises de participation dans des projets. De ce fait-là, lorsque nous parlons de fonds sectoriels, c'est là le niveau d'intervention de ce fonds. C'est pour sauvegarder le tissu entrepreneurial et l'aider à s'adapter dans un contexte qui est très, très particulier. N'oublions pas que nous ne sommes pas encore sortis de cette crise du Covid-19 et que nous sommes toujours en train de recenser les dégâts et qu'aujourd'hui, la normalisation de l'activité économique repose sur de nouvelles idées en matière d'adaptation bien sûr et en matière bien sûr qualitative. Donc il faut des projets et une nouvelle vision sectorielle à forte valeur ajoutée basée sur l'innovation, basée sur le risk management, sur la gestion globale des risques et c'est là la particularité de ce fonds qui mobilise non seulement les fonds de l'État mais qui va également mobiliser au moins des enveloppes qui sont équivalentes de chez le privé. Donc aujourd'hui, la première contribution de l'État à hauteur de 15 milliards, c'est une première contribution et il est attendu une manifestation de la part du secteur privé pour mobiliser un montant similaire et pour parler finalement d'un montant de 30 milliards. Oui, voilà, absolument. On parle d'un fonds qui a atteint presque 35 milliards. Merci Mehdi Fakir. En ce qui concerne les mesures sociales prises par le Maroc dès le début de la crise sanitaire, l'économiste Driss Essaoui nous explique l'essentiel du travail fait par le Royaume dans ce sens. Je vous propose de l'écouter. On a compris, à partir du mois de mars, les choses étaient installées, le taux de croissance a baissé pour la plupart des secteurs et il a fallu donc entre mars et juillet tout l'impact de la crise économique due à la Covid-19, il est apparu de manière très claire et de manière évidente. Donc à partir de là, il fallait s'y préparer parce qu'on a perdu des emplois pour les classes moyennes et les petites classes. Il y a beaucoup de gens qui étaient nourris et qui se nourrissaient, qui avaient leur revenu à partir justement de leurs activités. Ils ne percevaient plus de salaire et il fallait prendre en charge tous ces gens-là qui avaient tout perdu au même moment. Et vous l'avez dit, on ne pouvait pas, rester spectateur de la situation difficile de ces entreprises, de ces familles, parce que c'est des gens qui gagnaient leur vie à travers des salaires au jour le jour. Mmh. Et ils avaient des rentrées d'argent qui étaient totalement absentes durant cette crise. Et il fallait donner de l'argent. On a distribué de l'argent à un certain nombre de familles pendant quelques mois. Pendant 3 mois, les comptes de l'État ont été ponctionnés justement par ces transferts d'argent à ces familles-là qui n'arrivaient plus justement à concrétiser leur salaire, leur revenu quotidien. Et il fallait les prendre en charge de la manière la plus directe qui était, à savoir le financement par des dotations d'argent directes à ces familles-là. Alors Mehdi Fakir, quelle lecture faites-vous de ces initiatives prises par l'État marocain pour assister justement les familles en cette période de crise sanitaire qui a entraîné bien entendu une crise économique ?
Mais écoutez, c'est une situation qui est exceptionnelle. Le rôle de l'État, c'est de venir en aide à ses concitoyens et à nos concitoyens en cas de problème majeur de ce type. C'est un cas de force majeure et ça a été bien précisé, beaucoup de familles n'ayant pas soit de couverture sociale, soit des moyens pour subvenir à leurs besoins. Donc il y a eu l'intervention de l'État pour financer en quelque sorte cette grande opération dont l'objectif principal était de permettre à cette population qui devait bien sûr respecter le confinement et respecter les mesures restrictives qui ont été édictées par une situation singulière par excellence. Pour pouvoir la respecter, il fallait tout simplement leur venir en aide et c'est tout à fait normal que l'État a fait des dons d'argent, comme ça a été bien précisé, selon les différents cas, selon 3 formules. Pour des personnes qui sont déjà couvertes par la Caisse nationale de sécurité sociale, ils ont pu bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 2000 dirhams. Pour des personnes qui ont déjà la carte Ramed ou qui n'ont pas cette carte Ramed, et nous parlons principalement du secteur de l'informel, et là nous avons vu à quel point nous avons réalisé l'ampleur de ce secteur. L'État a pu quand même venir en aide à l'ensemble de ces couches sociales. En tout cas, l'écrasante majorité ont pu bien sûr bénéficier de cette aide, ils ont pu subvenir à leurs besoins et je pense que c'était un sujet de grande priorité, tout d'abord pour l'ordre général et deuxièmement pour permettre à ces concitoyens de, je dirais, s'adapter et de cohabiter avec une situation qui était atroce et qui était très très dure. Je pense que c'est quelque chose dont nous devrions nous réjouir au Maroc et qui a démontré à quel point nous sommes au Maroc capables de se mobiliser dans un temps qui est record et avec les moyens, avec notre marge, nos moyens et notre marge de manœuvre pour pouvoir bien sûr venir en aide à nos concitoyens. Abdelatif Komat, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'impact de ces aides sur les entreprises marocaines et est-ce que cela a permis de réduire, d'atténuer l'impact de la crise ? Effectivement, il faut rappeler que la particularité de cette crise, c'est que, en fait, c'est une crise qui a touché aussi bien l'offre que la demande. Alors que classiquement et historiquement, les crises que nous avons connues, soit des crises qui touchent l'offre essentiellement ou la demande essentiellement. Là, les 2 pans de l'équilibre économique ont été touchés. Alors, en fait, ces aides ont joué sur les 2 fronts. Tout d'abord, ils ont aidé, en fait, le volet économique parce qu'ils ont soutenu, en fait, les entreprises en prenant en charge au moins une partie des rémunérations de leurs salariés, ce qui leur a permis de préserver leurs ressources humaines, parce qu'aujourd'hui nous sommes en période de relance, de reprise, et les entreprises ont toujours leurs ressources humaines qui ont été maintenues, préservées grâce à ce soutien apporté par l'État. C'est très, très important. Et puis, bien évidemment, il y a toute la dimension également de l'écosystème financier qui a fait des efforts, aussi bien au niveau de Banque Al-Maghrib, au niveau de la Caisse centrale de garantie, au niveau des banques, qui ont également aidé les entreprises en matière de conditions favorables pour financer leur trésorerie. Ça, c'est la dimension économique, c'est la dimension de l'offre. Mais l'entreprise a besoin également de demande. Supposons que c'est 4,3 millions de personnes qui sont recensées comme étant fragiles, n'ont pas été soutenues par l'État, ce qui aurait été en fait la demande, le marché pour justement absorber la production de ces entreprises. Il aurait été très touché. Et donc finalement, le fait de soutenir cette population, qu'ils soient en activité régulière, les 800 000 personnes qui sont soutenues et qui travaillent dans des entreprises qui étaient en difficulté, ou les 4,3 millions de personnes qui sont recensées comme étant dans l'informel, en fait, ça a donné une bouffée aussi bien d'oxygène à ces personnes-là qui ont pu disposer de moyens pour survivre, mais également ils ont créé un marché surtout pour aujourd'hui ce qu'on appelle l'économie de la vie qui était très active au Maroc. Et en fait, Sa Majesté, en insistant sur l'agriculture comme étant un secteur potentiellement créateur de richesse, c'est parce que là aujourd'hui c'est reconnu au niveau mondial que s'il s'agit de donner de l'importance au secteur de la vie, notamment tout ce qui est produits agricoles, agroalimentaires, l'économie de la santé, etc. Et donc finalement, en fait, les entreprises, surtout
surtout dans des pans comme le domaine de l'agroalimentaire, de l'agriculture, un certain nombre de métiers médicaux, etc., ont pu se maintenir parce qu'il y avait un marché et ce marché, justement, a été soutenu grâce à ce soutien apporté par l'État. Et donc, c'est en fait une opération très, très importante et très sensible et comme j'ai dit, qui a eu un impact aussi bien économique qu'un impact social. Facilitateur d'accès au financement, la Caisse centrale de garantie a prêté main forte à plusieurs entreprises marocaines cette année grâce à une offre riche et diversifiée en phase avec la relance de l'économie nationale. Mariam Khamlichi revient en détail sur le rôle crucial qu'a joué la Caisse centrale de garantie durant cette année 2020. La Caisse centrale de garantie a joué un rôle décisif en 2020. Dès le début de l'année, la CCG a mis en place une gamme de produits dans le cadre du programme Intilaqa. Objectif, faciliter l'accès au financement et l'accompagnement des très petites et moyennes entreprises, ainsi que de les soutenir de manière volontariste dans le processus de création d'entreprise. 3 mois plus tard, alors que la pandémie de Covid-19 se propageait à grande vitesse dans le monde entier, le Maroc a déclaré l'état d'urgence le vendredi 20 mars dernier. Fermeture des frontières, restriction de la circulation, commerce, restaurants, entreprises ou encore établissements et institutions scolaires, pendant près de 3 mois, tout était à l'arrêt, excepté les activités nécessaires. Une situation qui a mis à mal l'économie nationale. Dans ce contexte, la CCG a fait preuve d'une mobilisation sans précédent qui a été vitale pour les entreprises, leur facilitant l'accès à des financements qui n'auraient été possibles sans garantie. C'est à ce moment que le premier mécanisme de garantie est né. Il s'agit de Daman Oxygène. Ce mécanisme de garantie a permis de couvrir 95% du montant des crédits. Conséquence, les banques étaient confiantes et ont mis en place rapidement des découvertes exceptionnelles pour financer le besoin en fonds de roulement des entreprises. Les crédits garantis d'Aman Oxygène étaient principalement destinés à faire face aux charges courantes, cela en faveur des très petites entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 millions de dirhams et dont la trésorerie s'est dégradée à cause de la baisse de leurs activités. En tout, 50 000 entreprises ont bénéficié de l'offre d'Aman Oxygène pour un volume crédit de plus de 18 milliards de dirhams. À partir de mi-juin, 2 nouveaux mécanismes de garantie ont vu le jour, Relance TPE et Daman Relance. Le premier, Relance TPE, est un mécanisme destiné à garantir à hauteur de 95% les prêts des entreprises réalisant un chiffre d'affaires ne dépassant pas les 10 millions de dirhams. Une garantie limitée à 10% du chiffre d'affaires avec un minimum de 10 000 dirhams et sans sûreté exigée. Relance TPE a été conçue en faveur des très petites entreprises, y compris les commerçants, artisans, coopératives et professions libérales. Le second, Daman Relance, lui est destiné aux petites, moyennes et grandes entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de dirhams avec une quotité de garantie allant de 80 à 90%. Avec le déploiement de ces mécanismes de garantie, la Caisse centrale de garantie a occupé une place cruciale dans l'écosystème du financement des entreprises au Maroc. Elle devrait d'ailleurs terminer l'année avec un total de 85 000 à 86 000 prêts additionnels. Considérée comme la grande garante de l'année, la CCG a redonné un nouveau souffle aux entreprises à un moment où elles étaient asphyxiées par les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Alors Mehdi Fakir, on vient de le voir, la CCG, la Caisse centrale de garantie, a joué un rôle crucial, notamment dans l'accompagnement des petites entreprises afin qu'elles supportent l'impact négatif de la crise sanitaire. N'est-ce pas là un exemple de la réactivité des pouvoirs publics face à cette crise sanitaire ? Absolument. Je pense que la Caisse centrale de garantie a joué le rôle d'un vrai coussin de sécurité qui a amorti considérablement les impacts financiers néfastes de cette crise singulière sur le tissu économique et le tissu entrepreneurial.
Je vais là citer les chiffres qui ont été avancés dans le discours royal. Pas moins de 20 000 TPE et PME et une enveloppe globale garantie de 26 milliards ont été mobilisés grâce à l'intervention de la CCG, ce qui vous donne une idée sur l'ampleur un petit peu de cette intervention et le rôle majeur et crucial qui a été joué par la Caisse durant ces moments très difficiles pour l'entreprise marocaine. Et c'est grâce à cette intervention que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont pu tout d'abord amortir le premier choc et ils ont commencé à s'organiser, à s'adapter avec cette dure réalité et à envisager la normalisation et la reprise normale de leur activité en vue bien sûr de préparer la relance, la vraie relance entrepreneuriale. Voilà pourquoi il faut quand même vraiment compter pour la CCG le fait qu'il a pu préserver une partie non négligeable de notre tissu entrepreneurial. Nous savons très bien que toute relance est tributaire de ce tissu et que l'ampleur de la crise est toujours mesurée par rapport à son impact structurel. Et l'impact structurel d'une crise sur une économie, c'est surtout par rapport à la préservation, bien sûr, de son tissu entrepreneurial. Il faut se réjouir effectivement de ce rôle très important. La CCG est appelée, et je pense là que le vote dernièrement de la réorganisation et puis la revue et la refonte de son statut va lui permettre d'avoir plus d'impact, une meilleure ampleur et une meilleure, bien sûr, de meilleures marges en matière d'intervention à l'avenir. Et il faut effectivement que cet effort soit toujours soutenu et que ça continue. N'oublions pas également que le plan de relance économique de 75 milliards se base sur la garantie bancaire qui va impérativement passer par la CCG, d'où le rôle vital et stratégique de cette institution. Alors, professeur Abdoutef Komat, maintenant parlons de cette mobilisation justement de la CCG qui a facilité l'accès au financement pour les entreprises qui n'auraient été possibles sans garantie. Dans ce sens, parlez-nous du premier mécanisme de garantie d'Aman Oxygène. En fait, Daman Oxygène était la première opération parce qu'il y en a deux. Il y a bien sûr Daman, il y a Relance Oxygène qui est venu après le mois de juin. Daman Oxygène, c'est la première réaction qui a mobilisé en fait l'écosystème bancaire financier marocain partant de Banque El Maghreb. Il faut le rappeler, qui a joué un rôle central tout d'abord par la réduction de son taux directeur qui a été en fait de 2% pour la période de mars et qui est descendu à 1,5% à partir du mois de juin. Et c'est une réduction historique au Maroc. Et tout cela pour réduire en fait les taux d'intérêt lorsqu'ils arriveront en fait au niveau du demandeur de prêt, parce que bien évidemment il y a la marge des banques commerciales, mais déjà le taux directeur il est fondamental. Bien sûr, il y avait également la Caisse centrale de garantie qui est en fait un des éléments en fait piliers de ce montage financier, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la question essentielle à laquelle était confrontée l'entreprise marocaine à partir du mois de mars, c'est un problème de trésorerie. C'est un problème de trésorerie et il fallait bien sûr que l'État et que le système bancaire aillent en fait au soutien de cette entreprise. Et bien évidemment, il y a également les banques commerciales qui également ont joué un rôle très important. Dans ce triptyque, Banque El Maghreb, CCG et les banques commerciales ont permis justement de faire ce montage qui a en fait été salutaire pour la préservation en fait d'une grande partie de notre tissu économique. Et donc les conditions étaient très favorables parce qu'il faut le rappeler, il y a deux dimensions fondamentales lorsqu'il s'agit d'aller solliciter un prêt. Tout d'abord, bien sûr, les garanties. Et nous savons que une bonne partie, en fait, surtout les TPME et les PME, ne sont pas suffisamment structurés pour qu'ils puissent présenter des garanties, pour qu'ils puissent justement obtenir ces crédits. Le fait que la CCG aille jusqu'à couvrir 95% des garanties, c'était très salutaire. Et la deuxième dimension fondamentale, ce sont les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, parce qu'il faut penser au coût du remboursement et le fait, en fait, avec le taux
directeur de Banque al-Maghrib descendu à 2%, puis à 1,5%. Le taux de crédit n'a pas dépassé les 4%. Et ça également, c'est un taux de crédit historique au niveau national, et ce qui a permis, bien évidemment, aujourd'hui, nous avons jusqu'à 80 000 entreprises entre Daman Oxygène et Daman Relance qui ont en fait bénéficié de crédits dans ces conditions de facilité, et le montant total avoisine aujourd'hui les 50 milliards de dirhams. Et ça, c'est vraiment une action très très importante et très salutaire qui a permis justement de préserver une grande partie de notre tissu économique. Très bien. Abdelatif Komat, en ce qui concerne la consommation des ménages, est-ce que cette crise a fait à ce point mal à la consommation des ménages et puis forcément, par conséquent, à l'économie nationale ? Alors certainement qu'il y a une réduction de la consommation, mais fort heureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, l'intervention de l'État, l'intervention en fait des institutions relevant de l'État a permis de réduire en fait ce qu'aurait été l'impact d'une réduction substantielle de la consommation, parce que vous le savez, en fait, la dynamique économique il passe notamment par la consommation. Et s'il y a un problème au niveau de la consommation, cela se répercute négativement sur la dynamique de l'entreprise. Et donc, autant, bien sûr, on avait un problème d'offre, c'est-à-dire que l'entreprise avait des difficultés à continuer à produire selon le même rythme, mais on a également la crainte d'une baisse de la consommation qui aurait été fatale à une bonne partie de nos entreprises. Alors, bien évidemment, les secteurs sont différemment touchés. Lorsqu'on parle de consommation, nous avons des secteurs qui, au contraire, ont vu la consommation augmenter. Si on parle aujourd'hui de tout ce qui est digital, de tout ce qui est produits électroniques, au niveau des produits de l'agroalimentaire, là également, la consommation s'est maintenue. Si on passe à d'autres secteurs, malheureusement, bien sûr, la baisse de la consommation les a touchés. On parle du tourisme qui est, je dirais, le plus touché. Ça, donc c'est connu. On parle de l'aérien. Donc il y a en fait la consommation globalement a connu une baisse parce que il y a une baisse de l'activité économique. N'oublions pas que nous avons une récession de 6,6 et donc s'il s'agit de récession, ça veut dire qu'on ne génère pas autant de revenus que dans le passé, et bien sûr s'il y a une baisse de revenus, il y a une baisse de la consommation. Alors heureusement que cette consommation n'a pas été très atteinte comme on l'aurait craint, parce qu'il y avait justement cette réactivité et cet arsenal qui a été mis en place par l'État pour agir économiquement et socialement, et l'action aussi bien économique que sociale a un impact sur la consommation. Malheureusement, en fait, il y a certains secteurs qui sont tous, en fait, malgré ce soutien, continuent à être touchés, et c'est là où il va y avoir une nécessité d'une réflexion à mener sur un certain nombre de secteurs pour le relancer d'une manière, je dirais, spécifique. Et c'est pour cela que j'insiste sur la clairvoyance royale lorsque Sa Majesté a mis en place le fonds Mohamed VI pour l'investissement stratégique, et il a prôné une approche sectorielle. Il ne s'agit pas d'un fonds qui va traiter tous les secteurs de la même manière, parce que chaque secteur a ses particularités, a ses spécificités. Et donc, il va falloir traiter ces secteurs d'une manière différente. Et là, je pense bien évidemment à des secteurs comme le tourisme, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est restauration. Donc, il y a un certain nombre de secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Peut-être en termes d'approche, en termes de soutien, il va falloir être plus flexible. Et donc, d'où l'idée d'une gouvernance adaptée au secteur et qui donnerait l'autonomie à ces sous-fonds pour qu'ils puissent justement traiter chaque secteur en fonction de ses particularités, de ses difficultés et de ses potentialités. Merci. Alors, cette année 2020 a aussi vu de nombreuses disparitions. Elles sont nombreuses à avoir été emportées par la pandémie en 2020. Les personnalités du monde de l'art au Maroc n'ont pas été épargnées par la Covid-19. Artistes pionniers pour la plupart, leurs noms resteront à jamais gravés dans la mémoire de la culture marocaine. Retour sur leur parcours, faits et exploits dans cette rétrospective signée Sana Yassiri.
chacune dans son domaine, a contribué au rayonnement culturel du royaume. Ces artistes emportés par la pandémie sont parvenus à graver leur nom en lettres d'or dans l'histoire du pays et la mémoire des Marocains. C'est Marcel Botbol, chanteur et musicien marocain, qui nous a quittés le 1er avril à Paris des suites du coronavirus. Né à Fès, Marcel Botbol est issu d'une famille d'artistes célèbres au Maroc. Il est le fils de l'artiste Jacob Botbol et le frère du chanteur Haïm Botbol. Marcel était célèbre par ses interprétations de haute facture, notamment des répertoires arnatés et populaires marocains. Autre grande figure du monde culturel a tiré sa révérence, Mohamed Mlihi, l'un des fondateurs de l'art moderne marocain, est mort le 28 octobre à Paris des suites de la Covid-19. Peintre cosmopolite, Mlihi a pu façonner l'esthétique des réseaux artistiques post-coloniaux et panarabes à travers ses expérimentations géométriques. Une autre perte, inestimable elle aussi pour la culture marocaine, celle de Mahmoud Idrissi le 26 novembre. L'artiste et chanteur marocain nous a quittés à l'âge de 72 ans des suites du même virus. Une voix qui retentira à jamais dans les esprits et les cœurs. Dernier à nous quitter, Nourdine Saïl, l'une des figures de proue du 7e art marocain. Scénariste, romancier et producteur, Nourdine Saïl a été le fondateur de la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc en 1973. Il aura, tout au long de sa carrière, présidé aux destinées de la 2e chaîne marocaine de 2000 à 2003 et puis du Centre cinématographique marocain de 2003 à 2014 et a notamment été à l'origine du Festival du cinéma africain de Khouribga. Considéré comme l'un des pionniers du cinéma africain, Nourdine Saïl marquera à jamais le monde du 7e art. Une pensée à tous ceux qui nous ont quittés cette année, Manel, à cause du Covid-19 ou autre chose, les mondes de la politique, de la culture et des sports, au Maroc et ailleurs, des visages que nous n'oublierons pas, une pensée particulière pour leurs proches et leurs admirateurs. À eux et à tous les anonymes à qui la pandémie a arraché un être cher, nous pensons à vous. Voilà, Tariq, des visages qui nous ont marqués, justement. Merci à nos invités, Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca, et Mehdi Fakir, économiste. Restez avec nous, cette soirée info se poursuit. On se retrouve en 2021 et c'est dans quelques minutes.